Aujourd'hui, on va discuter de l'échec de la démocratie en Afrique d'une manière générale, mais en République démocratique du Congo d'une façon particulière. Je vais vous expliquer pourquoi la démocratie a échoué en RDC tout comme en Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir si on veut que les Congos ou l'Afrique puissent réussir selon la démocratie occidentale. Mais avant toute chose, je vous souhaite la force et la paix à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Je m'appelle King Kabbalah, je suis écrivain, auteur, panafricaniste révolutionnaire. Je suis stratégiste dans le développement communautaire. De la part du Parti africain pour l'unité continentale, veuillez recevoir nos salutations révolutionnaires. Alors, aujourd'hui, on parle de la démocratie et son échec. Je vais dire la démocratie occidentale et son échec en Afrique. Pourquoi, depuis tout ce temps, on essaie d'exercer, n'est-ce pas, les méthodes démocratiques, mais elles semblent ne pas marcher chez nous. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre les chaos généralisés dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui, notamment en RDC et partout aussi ailleurs, et comment on peut sortir de ces conditions. Alors, avant toute chose, il faut peut-être commencer par le concept, la démocratie. Selon qui nous a été défini, la démocratie signifie le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et si ces trois concepts vous compliquent pour comprendre simplement ce que la démocratie veut dire, c'est tout simplement la majorité au pouvoir, ou en d'autres termes, la majorité qui gouverne. Quand vous parlez de la démocratie, c'est tout simplement la majorité qui gouverne ou qui dirige. Alors, retenez ce terme-là parce que c'est très important, on va y revenir. Mais avant d'y aller, il faut voir maintenant, il faut peut-être comprendre quelque chose sur la société. La société humaine, depuis sa genèse, elle a toujours été comprise dans ces trois composantes, ou je vais dire au travers de trois types de personnalités qui composent chaque société humaine. Le premier type de gens qui composent chaque société, c'est les types de gens qui font les choses. Les gens qui font les choses, qui font tourner les roues du développement, de l'évolution, les gens qui inventent les choses. Le deuxième type de personnes dans une société sont ceux-là qui sont témoins de ce qui se passe, ceux-là qui regardent ce qui est en train de se faire. Et le troisième type de personnes dans une société est le type de ceux-là qui sont surpris par tout ce qui s'est fait. Alors, moi, je vais simplifier les choses. Dans ma façon de voir les choses, dans mes recherches, je constate que la société humaine est composée notamment ou justement de deux types de personnes, les inconscients et les conscients. En tout cas, si vous partez, que ce soit aux États-Unis, en France, au Congo, au Cameroun, partout où vous allez, dans une société humaine, vous allez trouver deux types de personnes. Il y a ceux qui sont conscients et il y a ceux qui sont inconscients. Et c'est là où c'est très important. Il faut qu'on puisse comprendre qui sont ou quelles sont les caractéristiques des inconscients, tout comme les caractéristiques des conscients. Mais avant toute chose, être conscient d'abord, c'est quoi? Je vais utiliser la définition qui nous avait été donnée par Kwame Touré, a.k.a. Stokely Carmichael, qui disait que une personne consciente est celui-là qui reconnaît sa responsabilité envers l'humanité, c'est-à-dire celui qui reconnaît sa responsabilité, qui reconnaît son devoir envers sa communauté, sa famille, sa nation, son pays et l'humanité d'une manière générale, et travaille pour l'accomplir. Et c'est la même chose même qui nous a été dite par Frantz Fanon, qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, reconnaître sa mission et l'accomplir ou la trahir. Donc, en fait, pour revenir au point, un homme ou une femme consciente sont ceux-là qui reconnaissent leur responsabilité, leur devoir envers la communauté. Comme je l'ai dit, ça peut être leur famille, euh, leur pays, l'humanité d'une manière générale, et travaillent pour l'accomplir. C'est ça
être conscient d'une manière générale, d'une manière brève. Alors, les caractéristiques ou quelques caractéristiques importantes qui définissent ou qui se manifestent dans une personne qui est consciente, c'est tout d'abord la vision. Une personne qui est consciente, c'est une personne de vision. Et quand on parle de la vision, cela veut dire que ce sont les gens qui ne voient pas le monde à partir de demain. Ce sont les gens qui n'évoluent pas le monde à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui pensent tout simplement ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent s'habiller, avoir un travail, avoir l'argent. Non, ça, ce ne sont pas les choses qui préoccupent les visionnaires conscients. Eux voient le monde dans un contexte des 100 ans, 50 ans, 200 ans. Donc, ce sont les gens qui pensent aux conséquences de demain de leurs actions d'aujourd'hui. Donc, ils posent les actions aujourd'hui en réfléchissant sur les conséquences que ces actions-là vont apporter demain. Et c'est la difficulté que beaucoup de grands esprits en Afrique ont toujours eu. Les esprits comme Lumumba, les esprits comme Nkrumah, les esprits comme Cheikh Anta Diop, c'était les esprits qui avaient une vision centenaire du monde, mais qui faisaient face à une résistance qui évaluait le monde sur le champ. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Voyez? Donc ça, c'est la première, je vais dire, le premier caractéristique d'un visionnaire ou d'un conscient, d'une personne consciente et visionnaire aussi. C'est qu'il voit le monde dans plusieurs années et pose les actes aujourd'hui qui vont affecter le monde après plusieurs années. C'est la raison pour laquelle on a toujours pensé que de telles personnes sont des prophètes. Parce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont dit il y a des années arrive toujours par s'accomplir. Et aussi, un homme ou une femme conscient sont ceux-là qui ne réfléchissent pas en termes de tribus, en termes d'ethnie, en termes des horizons très serrés. Ce sont ceux-là qui voient le monde dans son aspect macrocéphale, si je vais utiliser ces termes-là. C'est-à-dire qui voient le monde dans son aspect global. Parce qu'ils comprennent très bien que les choses qui se passent au nord et d'autres choses qui se passent au sud, ce qui se passe à l'ouest, tout comme à l'est, affectent ce qui se passe au centre. Donc, pour gagner le combat au centre, il faut comprendre la géopolitique, il faut comprendre les enjeux. Il faut comprendre ce que les Chinois veulent, ce que les Américains veulent, ce que les Russes veulent, afin de comprendre maintenant ce que nous devons vouloir et nous orienter par rapport à ce que nous voulons, conformément, ou je vais dire en fonction de ce que les autres veulent. Et ça, c'est je vais dire, un autre critère ou un caractère de gens conscients. Ils ne voient pas le monde d'une manière tribalistique, micro-ethnique. Ce ne sont pas les gens qui se mettent dans de telles sortes de clôtures d'enveloppe, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui questionnent tout ce qui est dit. Ce ne sont pas les gens qui acceptent tout ce qui est dit tel qu'il est. Ce ne sont pas les gens qui acceptent le monde tel qu'il est présenté. Ce sont les gens qui analysent tout, qui posent des questions. Et ce ne sont pas les gens qui fouillent, donc qui courent derrière le gens parce qu'ils ont vu tout le monde en train de courir. Non, ils posent les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ok? Ce sont les gens qui se questionnent toujours d'une manière permanente de leurs responsabilités, de leur rôle, de leur engagement. Et je vais dire de l'apport qu'ils ont sur leur société d'une manière générale. Parce que nous devons tous avoir un apport. Un homme qui vit tout simplement pour manger, dormir, se réveiller, boire, est moins utile par rapport à une vache. Parce que une vache peut vivre en train de brouter la brousse et tout ça là, mais en fin de compte, quand la vache meurt, on la mange quand même comme une viande. Elle aura servi l'humanité. Mais une personne qui vit tout simplement pour consommer et apporter rien à l'humanité, commençant par sa propre famille, sa propre communauté, une telle personne est un fardeau au lieu d'être un cadeau pour l'humanité. Et ça, ce n'est pas le caractère des gens conscients. Les gens conscients se posent toujours la question de savoir c'est quoi mon apport après, donc à part manger,
à part boire, à part m'habiller, à part dormir, se réveiller? C'est quoi l'apport? C'est quoi mon ajout sur les combats que l'humanité est en train de mener pour s'améliorer, pour se développer, euh, pour s'émanciper, pour se déployer, pour vraiment éradiquer quelques crises que nous connaissons aujourd'hui? Les hommes conscients pensent aux solutions, ne pensent pas toujours aux problèmes. Bien sûr, ils comprennent les problèmes, ils pensent aux solutions. Quand il y a des maladies, quand il y a la crise, ils ne fouillent pas, ils réfléchissent comment apporter des solutions. Parce que les développements, la croissance, les découvertes, ce sont des choses qu'on trouve au milieu des problèmes, pas dans la stabilité et dans la croissance. Ils comprennent, je vais dire, les conscients comprennent ce genre de choses. Ce sont les bâtisseurs, ce sont les bosseurs, ce sont les gens qui prennent les engagements et s'y mettent pour travailler, enfin, de remplir leur engagement. Ce sont les gens sur tous les plans, que ce soit sur le plan moral, le plan intellectuel. Ce sont les gens qui étudient, ce sont les gens qui apprennent constamment, comme le disait le président américain, l'un des présidents américains qui disait, je crois, Roosevelt, qui disait que vouloir être libre et être ignorant au même moment, c'est une contradiction et c'est comme pour chasser quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose qui n'existera jamais. Donc, l'ignorance et la liberté ne peuvent jamais coexister. Donc, si vous choisissez d'être libre, vous devez être donc en même temps en train de pourchasser les savoirs, en train de chercher à savoir, à conquérir beaucoup plus de savoir, à interroger tout ce que vous avez reçu comme information, comme connaissance, afin de découvrir beaucoup plus de lumières qui vont vous permettre de croître, d'aller de l'avant, de vous développer et d'atteindre beaucoup plus de grands objectifs. Vous voyez? Donc, les conscients sont tout ce que j'ai énuméré. Et pour être bref, je vais dire que les inconscients sont les contraires de ce que j'ai énuméré dans les cadres des conscients. Les inconscients sont des tribalistes, les inconscients sont des ethnicistes, les inconscients sont des xénophobes, les inconscients sont, eux, ils voient le monde de leur manière. Donc, c'est-à-dire les contraires de tout ce que j'ai énuméré caractérisent les inconscients dans chaque société. Vous les trouvez dans toute société du monde. Maintenant, les problèmes, les dommages avec nous, les Congolais, je vais dire généralement les Africains, parce que vous trouvez les mêmes phénomènes partout. Mais comme je suis Congolais, je dois me focaliser sur la RDC. Les problèmes que nous avons, les plus grands problèmes que nous avons, c'est que la majorité des gens dans notre société sont des inconscients. Et ça, c'est les grands dangers. Parce que quand vous prenez la démocratie qui veut dire les pouvoirs du peuple, pour le peuple et par le peuple, ou comme je l'ai dit, le règne de la majorité, et que vous avez une société composée par la majorité qui est des inconscients, des clochards, je ne sais pas, mais c'est grave, c'est ça les problèmes que nous avons au Congo. Quand je côtoie l'Internet, moi, à chaque fois, j'aime regarder les commentaires, surtout en RDC, partout en Afrique, bien sûr. Je regarde les commentaires, qu'est-ce que les gens commentent pour évaluer l'état d'esprit des Africains. Et je constate que notre société congolaise est une société composée des inconscients en grande majorité. Donc, les conscients sont les minoritaires en RDC et les inconscients sont les majoritaires. Et admettons maintenant que vous leur donnez la démocratie, vous leur donnez les pouvoirs. Vous mettez les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs de régner dans les mains de ces inconscients qui sont majoritaires. Qu'est-ce que nous allons récolter comme résultat? Et qu'est-ce que nous récoltons déjà comme résultat à cause de ces phénomènes d'inconscience généralisée dans le pays, voire même au niveau de la direction? Et c'est ça les problèmes de la démocratie et les problèmes que la démocratie a aujourd'hui en RDC. Quand on prend des millions de dollars, par exemple, pour soutenir un concert de musique en Europe, pendant que dans le même pays-là, il y a des gens qui sont réfugiés dans leur propre pays, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit. Il y a même des sinistrés dont leurs maisons, leurs habitats sont
détruits, n'est-ce pas, par la pluie, et ils sont en train de dormir à la belle étoile, et on prend des millions de dollars pour soutenir les concerts, et je ne sais pas si vous allez trouver ça comme conscience ou comme inconscience de gens qui sont en RDC. Quand vous avez un pays où on arrête une femme parce qu'elle a braqué la banque, par exemple, et les agents de l'ordre, les hommes à uniforme, commencent à déshabiller la femme et la filmer, et voire même à déshumaniser sa personnalité, vous avez une société des conscients ou des inconscients. Quand vous avez les gens qui répondent à toutes sortes de questions difficiles pour eux et répondent avec des insultes, des injures, vous avez affaire à des inconscients ou à des conscients. En tout cas, il y a plusieurs exemples. Vous pouvez élargir la liste pour comprendre que notre société, c'est une société des inconscients. Et on ne peut pas permettre à ce que ces inconscients puissent se saisir du pouvoir qui détermine l'avenir de tous ces pays. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Comme disait l'autre, que quand vous mettez les pouvoirs dans les mains des inconscients, la démocratie dans les mains des inconscients est comme un bateau qui n'a pas de boussole. Et il est navigué par des impulsions au lieu d'être navigué par une direction, une vision et un objectif. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc du coup, pour que cette démocratie occidentale réussisse en Afrique, il va falloir que la masse soit formée, soit réorientée moralement, intellectuellement, spirituellement et mentalement. Il va falloir que nous puissions guérir des malades mentaux que nous avons en RDC. En fait, quand vous allez dans des pays développés, en France, en Amérique, partout là-bas, vous allez trouver qu'il y a des institutions de psychiatres. Il y a des institutions qui prennent en charge les malades mentaux. Et vous allez trouver dans ces pays-là les gens qui apparaissent être normaux parce qu'ils se réveillent le matin, ils ont un job, ils ont une voiture, ils ont une famille. Mais vous trouvez qu'ils sont malades, mentalement parlant. Ils sont en train d'être traités. On leur donne les traitements pour guérir leur maladie. Ou sinon, ils vont soit se suicider ou voire même tuer leur famille parce qu'ils sont des bombes à retardement. Ces genres d'institutions, ailleurs, révèlent l'état de santé mentale de la société. Mais le problème, c'est qu'au Congo, nous n'avons pas de telles institutions pour évaluer l'état mental des Congolais. Et ce qui fait qu'il y a même des malades mentaux au niveau du gouvernement, sans qu'on les sache, parce qu'on n'a jamais évalué leur état mental. Et c'est pourquoi vous voyez des décisions erratiques, des décisions irréfléchies, une manière de faire les choses qui est hors des communs, je vais dire qui est hors de ce monde. La manière dont on gaspille l'argent, la manière dont on vole, la manière dont on dépouille la caisse de l'État sans se rendre compte du danger que cela a sur les petits-enfants qui forment l'avenir de ces pays-là. Et c'est terrible. C'est-à-dire que ça peut s'expliquer tout simplement par ce que je viens de dire. La majorité des gens au Congo sont des inconscients. Et malheureusement, cette même majorité est au pouvoir. La majorité de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dirigent, sont des inconscients. Et c'est ça les dangers que nous avons aujourd'hui. Donc du coup, les Africains doivent comprendre que la démocratie telle qui nous a été enseignée par les hommes de l'Occident n'a pas été un cadeau pour nous et n'a pas été pour notre bien. Elle est la cause du chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui. En fait, moi j'aimerais que vous puissiez comprendre et analyser ce qui suit. Donc, la libération que nous avons besoin ne sera pas ou ne va pas s'obtenir au vote ou au travers de votes ou des élections, mais c'est au travers de la conscience. Ce qui veut dire qu'on doit travailler. Les gens conscients qui sont parmi nous doivent s'élever, se mettre ensemble, élaborer des programmes, travailler afin de créer la conscience, éveiller la conscience, réveiller ceux qui sont en train de dormir, afin que tous, dans la majorité, que nous puissions reconnaître notre devoir, notre mission envers nous-mêmes, envers l'humanité, et que nous puissions travailler ensemble pour l'accomplir. Ou sinon, le Congo ne changera pas.
Pour finir, je vous laisse avec quelques phrases qui peuvent vous pousser à réfléchir et puis à prendre une décision. Premièrement, je vais dire, ça vient du Platon qui disait que le prix à payer ou les prix que les gens bien, les gens conscients, les gens intelligents doivent payer dans une société à cause de leur indifférence aux affaires publiques, c'est de se retrouver en train d'être gouvernés, d'être dirigés par les imbéciles et par les démons et les gens de mauvaise qualité. Et la deuxième, ou je vais dire la dernière phrase que je vous laisse avec, ou cotation si vous voulez, c'est que une nation n'est pas libérée par les élections, mais seulement par la conscience. Force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Merci pour votre temps. Rendez-vous à l'avenir. Bye bye.